Hélène, qui est une des enseignantes de l'IFE, va nous parler de l'application et comment on peut utiliser l'ergothérapie pour les patients avec fatigue chronique. Et je crois que c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est totalement sous-utilisé, ce me semble. Donc bonjour à tous, je suis Hélène Avin, ergothérapeute de formation initiale et formatrice à l'IFE de Créteil, l'Institut de formation en ergothérapie. Nous nous interrogeons, en permanence, avec les étudiants, et pour les étudiants, sur l'évolution de nos pratiques en ergothérapie. Et au sein d'une unité d'enseignement, qui enseigne autour de la prise en charge, en ergothérapie des patients présentant des maladies chroniques, nous nous sommes intéressés avec l'appui du professeur Autier au syndrome de la fatigue chronique. Anciennement ergothérapeute clinicienne dans un centre d'études et du traitement de la douleur, j'ai travaillé, beaucoup avec des personnes présentant des douleurs chroniques, je les ai accompagnées à ce qu'on appelle l'adaptation occupationnelle. C'est dans ce cadre que je me présente à vous aujourd'hui, suite à l'invitation du professeur Autier, qu'on remercie, avec l'ensemble de l'équipe, pour nous permettre de présenter la pratique ergothérapique, auprès des personnes présentant, des troubles du spectre de la fatigue chronique. À ce jour, ces patients ne sont pas rencontrés en première intention par des ergothérapeutes, et il est vrai qu'il existe peu d'écrits à ce sujet, en tout cas sur la prise en charge ergothérapique pour accompagner les patients présentant, un syndrome de fatigue chronique. Et je vais donc essayer par cette présentation, de vous présenter ce que pourrait être la place, de l'ergothérapeute dans la prise en charge de ces patients. Dans un premier temps et pour, faire bref, mais qui est l'ergothérapeute? L'ergothérapeute, c'est un professionnel de santé, qui permet à la personne d'accéder à des activités qui ont du sens pour elle. Celles qu'elle faisait avant, celles qu'elle veut faire ou celles qu'elle doit faire. L'ergothérapeute permet la réalisation des activités de manière sécurisée, autonome, de manière efficace et dans son environnement, dans un environnement donné. L'ergothérapeute prend en compte les habitudes de vie de la personne, ses habitudes antérieures de vie, et tient compte de ses situations de handicap pour l'accompagner à un maximum d'autonomie et d'indépendance. On dit de l'ergothérapeute que c'est un professionnel du handicap basé sur les occupations dites non réalisées. L'ergothérapeute s'intéresse à 3 domaines. La personne, tant sur le plan cognitif, affectif, physique et spirituel. Il s'intéresse à la personne dans un environnement donné, dans son environnement, qui est l'environnement culturel, institutionnel, physique et social. Et surtout, il s'intéresse à ses occupations. Qu'appelle-t-on occupation? Ce sont des expériences spécifiques et subjectives, réalisées dans des conditions spatiales, temporelles et socioculturellement définies. Autrement dit, ce sont des activités qui ont du sens pour la personne. Si je vous dis faire la cuisine, peut-être que faire la cuisine pour pour l'un d'entre vous, ça va être un moment de plaisir et de partage avec votre famille. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, faire la cuisine, ça va être pénible, mais on n'a pas le choix au quotidien de cuisiner. En tout cas, ces occupations, elles sont définies aussi dans 3 domaines, tels que les soins personnels, prendre sa douche, se laver les cheveux, se brosser les dents, des activités productives, telles que peut l'être un emploi, non rémunéré, mais aussi, dans des activités, des occupations de loisirs, qu'elles soient sportives ou culturelles ou artistiques. L'ergothérapeute, son intervention, c'est donc à l'intersection de ces 3 domaines: personne, environnement, occupation. Et l'ergothérapeute vise la participation de la personne, mais pas seulement sa participation. Pas simplement faire pour faire, mais il cherche à accompagner la personne à améliorer sa performance, c'est-à-dire qu'il soit pleinement engagé dans ses activités. Tout ça en vue de son bien-être. Le bien-être de la personne passe par quoi? Il passe par, ce que l'on appelle l'équilibre occupationnel. L'équilibre occupationnel, c'est un concept subjectif et individuel qui est défini comme étant la perception qu'a la personne d'avoir la bonne quantité d'occupation et la bonne variation entre ces occupations. Le bien-être de la personne, c'est aussi l'accompagner dans son engagement et dans sa satisfaction à la réalisation de ses activités du quotidien, autrement dit ses occupations. L'ergothérapeute, il cherche à favoriser l'autonomie et l'indépendance de la personne. Et donc, il cherche à ce que la personne, elle puisse s'engager dans les occupations qui lui posent souci ou qu'elle faisait avant ou qu'elle souhaiterait refaire.
et pas simplement participer, mais bien s'impliquer dans ces occupations. L'ergothérapeute cherche la satisfaction de la personne, tant dans la façon dont elle fait les activités, mais aussi dans la manière dont elle est engagée dans ces occupations. Plus spécifiquement, concernant la personne présentant des troubles du spectre de la fatigue chronique, la personne pourra avoir des difficultés à réaliser ses occupations, qu'elles soient antérieures ou actuelles. Il pourra alors y avoir une baisse du sentiment d'efficacité personnelle et parfois même des difficultés à anticiper les symptômes, à les gérer au quotidien, avec une planification des activités et du quotidien qui va être difficile. Cela entraînera alors des restrictions d'activité, probablement un découragement, peut-être une vie plus sédentaire et peut-être également un arrêt des occupations. La personne se trouvera alors dans ce cercle vicieux, duquel il faudra l'accompagner à en sortir, de manière, là encore, à favoriser son bien-être au quotidien. Si on reprend cette triade, personne, environnement, occupation, quels sont les impacts des troubles du spectre de la fatigue chronique dans cette triade? Eh bien, sur la personne, ça va peut-être être déjà la dépendance à l'entourage, avec probablement l'augmentation d'un sentiment de culpabilité, développer de l'anxiété, un sentiment d'être un fardeau pour l'autre, un fardeau pour son entourage et une baisse de l'estime de soi. La personne sera probablement davantage isolée. Cette personne qui évolue dans son environnement, eh bien, en fait, elle aura une variabilité de ses activités. Elle aura des difficultés à anticiper, à anticiper les choses et donc en fonction de l'environnement dans lequel elle évolue, il y aura une variabilité des activités au quotidien. On devra tenir compte des contraintes de l'environnement et dans ce contexte, la personne n'osera peut-être pas demander de l'aide. Parce que, il faut rappeler qu'on est dans le cadre d'une maladie invisible et si c'était visible, alors peut-être que l'aide serait plus légitime. En tout cas, c'est ce que décrit cette étude. La communication avec l'environnement de la personne sera alors probablement limitée, avec une augmentation des symptômes et donc un épuisement. Sur ses occupations, dans un premier temps, la personne aura tendance à perdre, ses loisirs et son engagement social, puis, ses activités productives comme un emploi par exemple, et enfin ses soins personnels. C'est-à-dire que la personne privilégiera davantage les activités productives au détriment de son engagement et de sa vie sociale. Ce désengagement occupationnel aura un impact sur la qualité de vie de la personne, et il n'y aura pas une pleine participation de la personne à ses activités, aux activités qui ont du sens pour elle. Cela entraînera donc un déséquilibre occupationnel qui sera lié à des facteurs intrinsèques à la personne, mais également à des facteurs extrinsèques, notamment par la non-reconnaissance de la maladie par l'environnement. On peut se poser la question de comment s'engager professionnellement si la société, ou en tout cas le monde dans lequel on évolue, ne permet pas à la personne d'adapter le poste de travail aux symptômes. On parlera alors de privation occupationnelle dans ce cadre. Cela aura donc un impact sur l'identité de la personne et son sentiment d'efficacité personnelle. Et c'est dans ce cadre que l'adaptation occupationnelle sera nécessaire et donc que l'ergothérapeute pourra intervenir. L'ergothérapeute interviendra dans un premier temps dans une phase d'évaluation de la personne. Il s'agira de la comprendre et comprendre son fonctionnement. L'évaluer de manière individuelle et spécifique via différents outils. Et notamment, nous avons à notre disposition un guide d'entretien semi-directif et individuel qu'on appelle MCRO, la mesure canadienne du rendement occupationnel, et qui permet, via cet entretien, de mettre en évidence les occupations problématiques pour la personne, dites aussi situation de handicap, et la personne va prioriser les situations qui sont problématiques pour elle, et sous forme de cotation entre 1 et 10, elle nous évoquera quelles sont les activités les plus importantes pour elle à reprendre et puis quel est son sentiment de capacité à réaliser ces activités entre 1 et 10, mais aussi quelle est sa satisfaction dans la réalisation de ces activités. Cela nous permettra de fixer des objectifs prioritaires. On peut également administrer des auto-questionnaires que vous connaissez sûrement, le Fatigue Severity Scale et le Fatigue Impact Scale, qui pour l'un permet de mesurer la dimension subjective de la fatigue, et pour l'autre d'évaluer l'impact de la fatigue sur les domaines cognitifs, physiques et psychosocial. Enfin, un autre outil d'évaluation dont dispose l'ergothérapeute, c'est la mise en situation. Observer la personne dans son lieu de vie, à domicile, sur son lieu professionnel, et d'objectiver les difficultés évoquées précédemment lors d'entretiens, par exemple.
L'ergothérapeute aura alors, suite à son évaluation, une approche dite centrée sur la personne et ses occupations, avec pour but de viser l'équilibre, la performance, l'engagement et la satisfaction de la personne. L'approche sera réadaptative et non curative, avec cette notion, encore une fois, d'adaptation occupationnelle. Il est dit dans une étude que le changement d'habitude et de comportement lié à la santé hem, est pris en 66 jours, sur un temps médian. Donc l'intervention auprès des personnes qui présentent, des troubles du spectre de la fatigue chronique doit être longue pour en tout cas reconnaître des effets positifs. L'objectif, pour l'ergothérapeute et en vue de la personne, c'est l'autogestion des symptômes, autrement dit, vivre avec. Cette notion d'autogestion, donc qu'est-ce que ça signifie? L'autogestion, c'est la capacité de la personne à gérer ses symptômes, ses traitements, son mode de vie et l'impact de sa maladie chronique en collaboration avec son environnement. Il s'agira de savoir se fixer ses propres objectifs, de savoir s'auto-surveiller, prendre ses propres décisions, savoir planifier, mettre en œuvre des comportements de santé adaptés, savoir s'auto-évaluer, mais aussi gérer les impacts physiques, émotionnels et cognitifs liés au changement. Et pour répondre à ce grand objectif qui est l'autogestion, l'ergothérapeute dispose, différents moyens d'intervention. Donc pour rappel, la personne avec TSFC sera probablement désengagée sur le plan occupationnel, avec probablement un évitement de l'activité pouvant mener aussi à du catastrophisme. Et donc l'ergothérapeute pourra intervenir avec des techniques, de thérapie cognitivo-comportementale, donc qui peuvent être, bénéfiques pour la personne. Donc se baser sur ces techniques, c'est intéressant, parce qu'on vise un travail collaboratif et on considère la personne comme étant experte du domaine. Donc pour pouvoir pratiquer, les TCC, il faut bien sûr être formé. Et donc on va chercher à accompagner la personne à développer des stratégies de coping, des moyens de faire face, dans son quotidien. Donc il sera nécessaire de prendre en compte les émotions, la cognition et les comportements. On accompagnera la personne dans ce cadre, par le biais d'entretiens motivationnels, hem, à passer de la précontemplation, puis à la contemplation, enfin à l'action et ensuite pour viser le maintien des comportements. Parce qu'il s'agira de changer de comportement face à ces occupations et donc on cherchera, le maintien de ces nouveaux comportements. Il s'agira de renforcer la motivation, de susciter la motivation intrinsèque de la personne et de comprendre quels sont ses besoins, ses capacités, ses raisons et ses désirs de changement. Tout ça dans le but de quoi? Eh bien de créer sa propre boîte à outils. En tout cas, de la créer, en collaboration avec la personne et de développer des moyens matériels. Par exemple, des coussins de positionnement pour assurer un repos efficace. Des moyens corporels tels que peut-être la relaxation ou l'activité physique adaptée. Des moyens organisationnels, comme par exemple la planification, apprendre à planifier, à fractionner les actions, à anticiper, à établir des priorités sur ce que la personne doit faire. Mais également avec, les moyens comportementaux tels que, savoir repérer des situations stressantes, se distraire, savoir prendre du temps pour soi et surtout connaître ses capacités. Un point est accordé ici à l'éducation thérapeutique du patient qui, me semble être un élément intéressant dans le cadre, de l'accompagnement des personnes avec, un syndrome de la fatigue chronique. Déjà parce que c'est un moyen qu'on peut utiliser en interprofessionnalité et puis, ça permet à la personne d'acquérir des compétences d'auto-soin et d'adaptation pour mieux vivre avec la maladie et avec cette notion de groupe et de pair émulation, voilà, ça permet aussi aux personnes de se dire: «Je ne suis pas seule». Évidemment, dans ce genre de groupe et dans, cet outil qui est l'éducation thérapeutique, on peut faire participer l'entourage de la personne et donc son environnement humain parce que comme on l'a évoqué avant, il y a un impact sur l'environnement humain. Donc cet ETP qui peut être intégré à la stratégie thérapeutique, on demande, à ce que la participation, de la personne que la personne soit active. Et je crois qu'on est tous d'accord, pour dire que dans tout domaine de soins, on attend à ce que la personne soit active dans sa prise en charge. Mais, notre regard de soignant a toujours tendance à en vouloir plus de la personne, et à en demander davantage. Et je crois qu'il est important de valoriser, la personne, parce que c'est un moyen, à mon sens, de l'accompagner vers le changement. En tant que soignant, reconnaître,
face à la personne que nous savons qu'elle agit de manière invisible pour gérer sa maladie, c'est quelque chose de très important et c'est ce que Strauss appelle le travail du malade. Le travail du malade, c'est de considérer et de savoir que la personne réalise des activités pour assurer ses soins à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôpital, dans différentes dimensions médicales, personnelles et collaboratives. Ce travail du malade qui est invisible, les troubles du spectre de la fatigue chronique le sont également invisibles. Et il est parfois difficile pour les personnes de changer ses habitudes, d'adapter son quotidien une fois dans l'environnement réel. Il s'agit alors de comprendre les freins au changement. Qu'est-ce qui est difficile pour la personne pour changer ses habitudes? Et il me semble que la notion de maladie invisible qui entraîne un handicap invisible peut avoir un impact et peut-être un frein à la mise en place des moyens de gestion des symptômes dans le quotidien. Et donc, accentuer ce fameux cercle vicieux dont on a parlé tout à l'heure et probablement peut entraîner une rupture, tant dans le parcours de soins que dans la gestion des activités du quotidien. Ainsi, il me semble qu'il faut accompagner la personne à comprendre et à intégrer cette notion de handicap invisible, de situation de handicap, de savoir communiquer, de l'apprendre à communiquer aussi, et expliquer ces notions pour l'accompagner à aller vers le changement et améliorer son sentiment d'efficacité personnelle et tout ça en vue d'améliorer son bien-être. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, vous voyez qu'on est dans un domaine qui est assez différent de ce qu'on a présenté. Peut-être avant qu'on passe aux questions, je vais juste faire une petite présentation, ce que j'avais dit, ce qui va être très rapide. Donc, comme vous voyez, on a avec l'équipe d'Ergo de Créteil et puis les collègues principalement des groupes qui travaillent dans Euromène, on a répondu à un appel à projet européen où l'idée c'est de voir comment on peut proposer des stratégies de coaching pour améliorer l'autonomie des patients avec un syndrome de fatigue chronique. Et c'est dans un appel à projet dont la thématique générale était des soins de meilleure qualité plus près de la maison et voilà, plus près du domicile. Donc la partie que je porte, c'est vraiment une évaluation. On est un consortium avec l'IFE de Créteil et Néo-Cortex et on va adapter une stratégie de coaching en ergo qui va être en distanciel et avec une évaluation avant et après pour voir si on a vraiment amélioré les patients. On inclut l'eye tracking dans l'évaluation avec un schéma qui est, vous voyez, c'est très simple, mais vous voyez, le rose, c'est la France, 60 patients, avec un coaching ergothérapeutique individuel et un suivi sur 1 an. Voilà, je vais pas vous en dire plus, mais l'avantage, c'est que c'est un projet de recherche qui est financé. Voilà, on a récupéré 300 000 €, on va pouvoir recruter un ergo pour faire le travail. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions? Je pense plus pour Hélène. Voilà, ça va être pour vous. Bonjour, merci, madame, j'ai oublié votre nom, mais ce que vous faites est absolument remarquable. Là, c'est pas du tout ma casquette juridique, c'est ma casquette de père de famille. Alors moi, je suis pas malade, de pas grand-chose apparemment, tant mieux. Mais vous qui l'êtes autour de moi, les propos qui viennent d'être tenus et votre dernière diapo là est essentielle. Il y a le mot handicap. Ça veut dire que vous avez l'ambition de prendre en charge des patients qui présentent un handicap. Et nous, en droit, ça veut dire beaucoup de choses, parce que la différence entre la maladie et le handicap, en droit, c'est la persistance. Quand j'ai une prothèse de hanche, je vais être en rééducation pendant 6 mois, après je vais aller mieux. Vous, et professeur Autier, vous le faites depuis maintenant pas mal de temps, c'est la persistance. Alors elle peut être de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de monter un projet européen qui démontre qu'il y a une persistance des troubles du spectre. Le mot spectre est très important, vous l'avez dit, hein, madame, de la fatigue chronique, et vous avez un financement. Donc, première question,
y a-t-il dans votre méthodologie une précision et une description française et européenne des troubles du syndrome de fatigue chronique? Parce qu'on nous oppose toujours que c'est soit des pleureuses, soit des pleureurs, soit ça n'existe pas. Mais voilà. Deuxièmement, vous faites quelque chose de bien, madame, et là c'est humainement bravo. Et mais, aussi, professeur Autier, moi on se connaît depuis pas mal de temps, donc je n'ai pas à vous flatter maintenant, on n'en est plus là. Comme je ne connais pas madame, je peux la flatter. Vous permettez de désacraliser et de rendre beaucoup plus accessible une notion qui fait peur. Ça veut dire qu'on va accepter de s'interroger sur son état, fût-il un handicap, parce qu'il est défini comme ça. Et nous, les avocats, on a ce qu'on appelle les doléances. Alors, la 5e ou 6e diapo, alors j'ai tout compris, hein. J'ai tout lu, c'est un peu le problème de l'avocat, c'est qu'il retient tout. Vous avez parlé du MCRO. Voilà. Et définition. Alors, ça, vous voyez, pour nous, c'est une mine d'or. En expertise ou dans les procès, on nous dit qu'il y a un côté désorganisé, qu'il y a un côté non organique de la symptomatologie. Vous êtes en train de me dire, chère madame, et je vous remercie infiniment, que vous avez une méthodologie pour permettre de faire naître à une personne qui n'en ait pas conscience qu'elle présente des symptômes qui peuvent être organisés méthodologiquement pour aboutir à un diagnostic dont la prise en charge existe. Là, pour le coup, pour combattre les délais de 2 ans, c'est génial, fabuleux. Non, mais c'est-à-dire que je pense toujours que c'est à la périphérie de la question qu'on trouve la réponse à la question. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, 2 questions. 1, celle de la définition méthodologique TSFC. Question 2, est-ce qu'il est accessible, hors votre présence, chère madame, et vous, professeur Autier, de pouvoir bénéficier, mais c'est des prothèses mammaires, c'est Résiste, c'est E3M, d'une méthodologie qui permettrait aux gens, en répondant à un questionnaire, alors est-ce que c'est MCRO, apparemment faites pro, mais voilà, de pouvoir exprimer la forme des symptômes qu'ils présentent et être ainsi inclus dans le TSFC. Merci. Je vais commencer la réponse sur les critères cliniques. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est-à-dire que, oui, mais de mon point de vue, il n'y en a pas. Il y a des critères, il y aura même plutôt trop de critères que pas assez. Donc, il y a la publication de Romaine telle qu'elle est. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion. Il y a des définitions cliniques qui existent. Donc ça, je veux dire, c'est simple. Les gens peuvent être classés. Et comme j'ai dit, le syndrome de fatigue chronique encéphalomyélite myalgique, c'est reconnu au niveau international, hein, puisque c'est la classification dans la CDI, hein, dans la dénomination internationale des maladies. C'est reconnu par l'OMS. Donc, je veux dire, il y a plus de discussion là-dessus. C'est pas un sujet. Après, je pense que, enfin, vous compléterez, Hélène, après moi. Je pense que l'intervention de l'ergothérapeute n'est pas tant dans la définition d'arriver à donner un diagnostic, parce que je pense que justement, d'une certaine mesure, le diagnostic n'a entre guillemets pas d'importance. Bon, hein, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va avoir l'appréciation du handicap dans toutes ses composantes, que ce soit, vous voyez, dans la vie la plus personnelle, à la vie familiale, à la vie professionnelle, dans l'environnement, et de travailler sur des constatations qui sont factuelles, objectives du patient, sur la façon d'améliorer l'autonomie du patient, et sa réalisation et sa qualité de vie. Donc on est dans quelque chose qui est très pratico-pratique, que en médecine, on utilise très très peu, pour ne pas dire pas du tout, pour les patients qui ont un syndrome de fatigue chronique. On l'utilise pour les myopathes, ça, un truc dont on est très habitué à ça. Les centres de référence des maladies neuromusculaires, ça on fait beaucoup. Mais on voit très bien que c'est parfaitement transposable
à des situations et pour aider les patients. Et je pense que ça, c'est vraiment très important. Et vous voyez, la question, d'une certaine mesure, le pacing qui a été promu pour la fatigue chronique, c'est un élément qu'on intègre dedans. Mais il y a plein d'autres choses. Vous l'avez compris? Merci pour votre intervention. Je dirais alors déjà, si je peux me permettre, je parlerai donc de handicap certes, mais plutôt de situation de handicap. En tout cas, quand j'en parle avec les patients, j'aborde plutôt la notion de situation de handicap, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en difficulté dans tous les domaines, du quotidien. Faut bien la définir, ça. Exactement. Et pour moi, et ça, c'est en tout cas pour aborder et accompagner la personne, je pense que ça c'est un point important. Effectivement, le diagnostic, enfin l'ergothérapeute, on peut le rencontrer partout et auprès de toute population. Alors, oui, alors précisez ça. Oui. Parce que ça, c'est un peu important. On peut rencontrer l'ergothérapeute partout parce qu'on a tous des occupations, des activités du quotidien, et on participe tous à des activités du quotidien, qu'on soit nourrisson jusqu'à la personne âgée. Et donc, à partir du moment où on rencontre des difficultés dans sa vie quotidienne, on peut rencontrer un ergothérapeute. L'ergothérapeute n'est pas très connu, ou alors est beaucoup connu pour les fauteuils, ou en tout cas les aides techniques de manière à compenser les difficultés. Et donc, bon, le diagnostic en soi, le diagnostic dit médical, alors oui, il est important, certes, parce qu'on dépend d'un médecin et d'une prescription médicale quand on rencontre la personne. Mais en soi, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'impact des symptômes, l'impact de la maladie sur le quotidien. Vous n'arrivez plus à rentrer dans votre baignoire et pour faire votre douche, ok. Alors quelle solution on peut trouver? Est-ce qu'on va trouver des solutions de compensation? Est-ce qu'on va trouver des solutions on va se réentraîner physiquement, on va chercher à savoir pour quelles raisons vous n'arrivez plus à faire votre douche et du coup, on va essayer de trouver des solutions en collaboration avec la personne de cette manière-là. Et cet outil qui est la mesure canadienne du rendement occupationnel, donc c'est nos amis canadiens qui l'ont développé, et qui est un outil validé en France. Et donc c'est un outil ergo, effectivement, conçu par et pour des ergothérapeutes. Et c'est vraiment un préalable, je trouve, à notre prise en charge, parce que ça permet de mettre en lumière les choses qui sont les plus importantes pour la personne et qu'elle prenne conscience qu'il y a des choses où elle est en difficulté, parce que parfois la personne est en difficulté, mais en fait c'est la routine, c'est le quotidien, et c'est en ça que je trouve cet outil aussi intéressant et qui nous permet subjectivement de voir quelle est sa cotation, et au lieu de coter la douleur et la fatigue en permanence, parfois coter sa satisfaction et la manière dont on est capable de faire les activités, c'est aussi intéressant. Le dernier acronyme, je parle fort, mais ça c'est réglé, en droit du handicap, AESH, c'est le dernier acronyme. Le S, c'est situation de handicap. Car la situation extériorise le handicap. Oui, bien sûr, mais le D sur la société. Oui, mais bravo, vous avez raison à 100%. Il faut que tout le monde comprenne ça. C'est-à-dire que personne n'est coupable ou responsable. C'est juste une capacité à interagir avec l'autre qui est altérée. C'est pas autre chose. Merci, mais c'est remarquable, madame. Merci infiniment. Bonjour. Moi, je voudrais savoir, en tant que malade d'encéphalomyélite myalgique, alors je suis très contente de voir tout ce qui se fait en ergothérapie, et je voulais savoir si, au sein de vos formations, il y a la dimension du malaise post-effort, parce que nous, par exemple, on n'évite pas l'activité en soi, on évite le malaise post-effort. Donc, est-ce que c'est quelque chose, c'est un terme qui est familier dans vos formations, et du coup, ça voudrait dire que les ergothérapeutes sont familiarisés avec la notion de malaise post-effort et son corollaire, donc vous avez mentionné le pacing. Quand vous parlez de stratégie, de fragmentation d'activité, est-ce que c'est est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Parce que pour nous, ça veut dire qu'il y a plein d'ergothérapeutes qui connaissent du coup nos difficultés, nos situations de handicap, et ça nous changerait la vie. On développe, c'est vrai que on rencontre pas encore d'ergothérapeutes auprès dans des services ou des consultations. Il n'y a pas d'ergothérapeutes encore qui prennent en soin des personnes qui présentent cette maladie, ou peu, en tout cas, pas à ma connaissance. Et c'est vrai que c'est des choses on sensibilise nos étudiants là dans le cadre plus formatrice. On sensibilise beaucoup nos étudiants à ces maladies dites invisibles et ces maladies aussi chroniques. Moi, j'ai fait un DU post-diplôme autour des thérapies cognitivo-comportementales. C'est des choses qu'on aborde de manière légère en institut, mais c'est des formations complémentaires que l'on a. Et après, c'est vrai que
tous les ergothérapeutes ne seront pas sensibilisés malheureusement à cette prise en charge et fractionnement de l'activité, etc. Voilà, c'est ce qu'on va chercher aussi à développer avec le professeur Autier. Voilà, oui, c'est-à-dire que c'est quand même nouveau comme dimension dans l'enseignement d'ergothérapie, mais moi je suis très heureux de pouvoir l'avoir initié et de rencontrer des professionnels qui sont extrêmement réceptifs, parce que ça c'est aussi un point très important. L'autre point qui est très important, c'est qu'il faut savoir que les ergots, parce qu'on les voit tout le temps, moi je les voyais un peu au travers des centres hospitaliers spécialisés, mais il y a de l'ergo en ville en fait. Il y a la possibilité, je pense qu'il y a un vrai tissu d'ergothérapeutes en France, et donc là, il y a vraiment une aide qu'on peut apporter aux patients au quotidien, donc qui est une aide qui est tout à fait différente des travaux qu'on va faire ou des explorations, des investigations que vous aurez dans les centres hospitaliers spécialisés, mais c'est vraiment une aide au quotidien. Je pense que ça, c'est très précieux. Alors, probablement que la majorité des ergots n'ont pas eu de formation autre que celle qu'ils ont voulu acquérir par eux-mêmes sur le domaine à l'occasion du contact avec certains patients. Mais je pense que ça va percoler progressivement. Et nous, en tout cas, on va s'y atteler, et je pense que ça, on va essayer de faire passer cette information-là, et sur la notion de malaise post-effort, qui est quelque chose de très important. Si je peux me permettre, effectivement, il y a des ergothérapeutes en ville, mais il n'y a pas de prise en charge financière aujourd'hui. En tout cas, c'est pour ça que les ergothérapeutes en libéral, prennent en charge beaucoup les enfants, puisqu'il y a beaucoup d'aides liées avec la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, les MDPH. Et donc des financements en lien, mais pour l'adulte, il n'existe pas de financement, hormis 2-3 séances par des mutuelles, mais c'est pas très représentatif. La PCH d'adulte, donc là. La PCH, oui, effectivement, avec la PCH aussi, oui, c'est vrai. Ma question, c'était justement par rapport au MDPH et CPM, puisque là, on parle en fait du projet de vie et des adaptations, compensations possibles. Souvent, on échange avec les LDPH, les CPM ou les juridictions sur ces questions-là et sur les conséquences du SFC sur le quotidien. En général, il y a une méconnaissance ou une incompréhension de l'impact du handicap invisible sur le quotidien, et la plupart des handicaps sont invisibles, contrairement à ce que l'on pense. Est-ce qu'il y a une publicité de ce que vous avez déposé dans le cadre du projet de l'acceptation? Parce qu'en plus, il y a un budget qui vous a été alloué pour ce faire. Et si on pouvait le communiquer devant les... Alors, pour l'instant, pas encore, parce que c'est des informations qui sont toutes fraîches. Donc, on va avoir besoin d'un peu d'organisation de notre côté, puis on va communiquer. Je pense qu'on va être obligé de s'arrêter là. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Plus qu'une question, c'est une remarque de ne pas hésiter à inclure les patients experts et les malades dans ce genre de projet, car en général, le savoir, c'est eux qui le détiennent. Moi, je sais qu'à titre personnel, 100% des adaptations que j'ai mis en place l'année passée vient de conseils récoltés auprès des malades qui ont testé, mis en place, créé même des guides qui se partagent. Donc, de bien penser à inclure les malades dans ces projets qui peuvent être collaboratifs, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est souligner la charge, les frais qui sont nécessaires dans la prise en charge de ces pathologies qui ne sont ni reconnues, ni difficilement prises en charge dans les systèmes comme l'hôpital, qui font que, pour ceux qui en ont la chance et le privilège, ce qu'ils gagnent en plus de vivre passe en fait dans les soins. Et donc, c'est aussi quelque chose d'important à développer et dans la prise en charge. Donc, c'est plutôt Non, vous deux avez remarques. complètement raison. C'est deux éléments qui sont tout à fait importants. Et c'est pour ça juste que développer, à mon sens, des programmes d'éducation thérapeutique du patient peut être très pertinent parce qu'il y a cette notion de pérémulation, mais aussi de faire intervenir des patients dits experts, voilà, et d'être à l'écoute, et que les solutions, en tout cas, viennent aussi des personnes concernées, quoi. Merci beaucoup.